Bonjour ou bonsoir. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager une petite réflexion. Vous savez que j'ai découvert le travail sur les freins restrictifs buccaux récemment, il y a quelques mois, et que ça a été une véritable révélation pour moi, à la fois dans la connaissance et à la fois dans mon travail en thérapie crânio-sacrée, parce que je me suis rendu compte à quel point des corrections ou des améliorations qu'on voulait proposer à des bébés devenaient difficiles sans que je trouve de raison. Et en fait, après avoir fait la formation, j'ai constaté que beaucoup de ces bébés avec qui on ne voyait pas d'amélioration étaient aussi porteurs de freins buccaux restrictifs. Alors, on est un petit peu dans une période compliquée parce que cette approche est relativement récente en Europe. Elle est plus ancienne aux États-Unis où il y a quand même beaucoup plus de recherches qui a été faite. On a quand même maintenant une liste de plus de 500 recherches qui sont effectuées sur ces sujets et qui donnent des résultats quand même très prometteurs sur la compréhension de ces freins et la compréhension du pourquoi. En attendant, ce que je vois, c'est que très peu de pédiatres, très peu d'ostéopathes, très peu de sages-femmes sont formés aux freins restrictifs buccaux et sont formés surtout à la conscience qu'il y a cette possibilité. Tous les problèmes ne viennent pas de là, bien sûr, mais ça vaut la peine d'évoquer cette possibilité quand on voit qu'il y a certaines difficultés. Alors, je n'ai pas envie ici, aujourd'hui, de vous faire un listing de tout ce qui concerne les raisons, le pourquoi, les conséquences, etc. Mais simplement d'éveiller votre attention sur une réflexion qu'on entend régulièrement. Et la réflexion, c'est, bon, c'est quoi encore ce truc-là? C'est quoi cette nouvelle mode? Tous les bébés ont des freins, d'où ça vient? C'est encore une fois une histoire un peu rocambolesque. Force est de constater que ce n'est pas le cas. En fait, l'espace génétique et épigénétique a été modifié et notamment l'épigénétique a été a permis, ou en tout cas a provoqué la modification, la révélation d'un gène qui entraîne probablement des conséquences sur le développement du bébé, et ces problèmes arrivent avant la 12e semaine, et il est fort probable que ces problèmes soient liés à la métabolisation de l'acide folique que probablement la maman n'arrive pas à faire correctement à cause de ce gène qui est activé et qui peut avoir des conséquences. En tout cas, les études récentes vont dans ce sens-là, même si elles ne sont pas encore suffisamment développées. C'est vers ça qu'on a l'air d'aller. Et donc, ces mamans ne métabolisant pas bien l'acide folique peuvent avoir des problèmes pour elles, parce que cet acide s'accumule dans leur foie, et qu'il pourrait y avoir un lien avec l'augmentation des freins. En tout cas, les chiffres nous montrent que il y a quelques années, on pouvait dire qu'il y avait entre 5 et 10% des bébés qui avaient un frein restrictif dans la bouche, et aujourd'hui, on arrive à environ 30%, ce qui est quand même une augmentation notable. Et donc, voilà, il y a beaucoup de problèmes. Je trouve que depuis le temps que je suis dans la profession de sage-femme, ça fait plus de 35 ans, je vois quand même une aggravation des symptômes chez les bébés, essentiellement le reflux, les pleurs, les sommeils difficiles, etc. Ça fait très longtemps que je travaille sur les émotions et que je pense que réellement il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a plusieurs articles sur le blog qui vous permettent d'avoir une compréhension un peu plus grande de ces situations-là. Mais il y a aussi, je pense, ce problème réellement physique des freins, et on voit la différence une fois que les freins sont coupés.
Et pour peut-être vous éclairer un petit peu, les freins qui sont principalement en cause, c'est bien sûr le frein de la langue, le frein de la lèvre supérieure, mais aussi les freins de joue qui se trouvent ici, souvent à des zones différentes, pas toujours symétriques. Parfois, il y a un endroit, un côté où il y a un frein qui n'est pas restrictif et de l'autre côté, un très gros frein restrictif qui entraîne des grosses tensions. Ce sont des bébés qu'on va voir parfois avec la bouche qui ne s'ouvre pas de façon symétrique, un œil plus petit, des conjonctivites, etc. Parce que les freins entraînent une tension dans toute la structure du crâne qu'on arrive difficilement à améliorer. Donc voilà, tel était mon objectif d'aujourd'hui, de faire un petit peu le point là-dessus et un petit peu de dire aux personnes qui sont sceptiques que c'est bien d'être sceptique. Moi, je l'étais aussi, j'y croyais pas du tout quand j'étais fait cette formation-là. Et force est de constater que non seulement c'est une équipe qui est très dynamique, qui est autour de la formation des personnels en périnatalité autour des freins, mais il y a une réalité qui se modifie et à laquelle nous devons nous adapter. Donc, n'hésitez pas à aller lire les articles sur mon blog, lire aussi les articles sur le site de Caroline Deville Au sein en douceur, où vous trouverez des explications sur la génétique, l'épigénétique, etc. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut, comme on dit, et autant être bien informé, et peut-être vous pouvez donner ces références-là aux médecins qui doutent, parce que on a parfois des freins qui sont absolument flagrants, mais pour lesquels on doit faire une petite manœuvre pour qu'on les visualise mieux. Et puis parfois les pédiatres de ces parents-là leur disent mais bon c'est quoi cette histoire, c'est pas la peine, il n'y a pas de frein, le bébé sort la langue, etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les explications, mais j'espère que ça vous donnera l'envie d'aller un petit peu plus loin, d'en savoir un petit peu plus, et n'hésitez pas à poser des questions sur la page Facebook ou même, je pense qu'il y a moyen de le faire aussi en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Dominique, sage-femme.